Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue dans le 1945 de ITV. Et voici le sommaire de cette édition. Au lendemain de l'accident survenu à Yoff et qui a coûté la vie à 3 personnes, les camionneurs subissent un mauvais procès. Leur circulation dans les quartiers fortement décriée par les citoyens, de l'indignation exprimée dans le reportage de Boubacar Dia. Une élection présidentielle anticipée à 2022, c'est la suggestion de l'ancien ministre Habib Sy. Loin de jeter des fleurs au régime actuel, il déclare que ces scandales qui se suivent vont finir par déclencher des crises populaires. Par conséquent, Macky Sall doit organiser une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne participera pas. Une note sociale dans cette édition, près de 2000 logements à Saint-Louis. Le ministre de l'Urbanisme l'a annoncé dans le cadre du programme 100 000 logements. Abdou Karim Fofana est en tournée dans le nord du pays. Et enfin, l'actualité hors du Sénégal, au Mali voisin. 5 présidents de l'Afrique de l'Ouest sont à Bamako pour tenter une médiation dans la crise politique qui secoue le pays actuellement. Notre correspondant sur place, Sangoulé Danyoko, nous fera le point tout à l'heure. Le développement, c'est tout de suite. Nous en parlions hier exactement à 7 heures, cet accident survenu à Yoff et qui a coûté la vie à 3 personnes. Un bon prétexte pour relancer le débat sur la circulation des camions dans les quartiers, pas sûr, surtout pour les enfants. Et dans ce reportage qui va suivre tout de suite, Boubacar Dia a aussi donné la parole aux mises en cause, les camionneurs. Un camion qui bloque la circulation ou qui circule dans les coins et recoins des quartiers, une réalité au Sénégal. Ce commerçant reconverti en gérant de parking estime qu'un gros porteur ou camion qui circule dans les quartiers constitue un danger pour les riverains. Les camions ne doivent même pas entrer dans les quartiers. Ici, par exemple, les enfants jouent dans la rue à tout moment. De ce fait, les camions constituent un véritable danger. Mamadou Conté abonde dans ce sens. Pour lui, ces types de véhicules doivent circuler uniquement sur la route nationale. C'est pas normal, c'est le camion dans la route normale quoi. Le camion là. Ouais. Par pur hasard, nous rencontrons Hassan Tine. Ce chauffeur de camion prend le contre-pied de Mamadou Conté et Sayer Dieye. Selon lui, les camions sont moins dangereux que les véhicules particuliers. Les camions ont plus de sécurité que les taxis et autres. Mieux, un gros porteur passe toutes ses visites techniques pour la sécurité routière. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que les camions sont un véritable danger public. Conducteurs de camions, citoyens, tous se renvoient la balle. Cependant, beaucoup de populations se plaignent de voir les gros porteurs circuler dans les quartiers populaires. Elles demandent la réaction de l'État après la mort mercredi de 3 personnes à Yoff causée par un camion. Boubacar Dia, la sécurité routière est aussi garantie par l'érection de ralentisseurs et de dodanes. Des populations de Guédiawaye se sont mobilisées pour réduire au maximum les accidents de la route et se sont donc cotisées pour construire des ralentisseurs dans leur quartier. Seulement, cette idée ne semble pas plaire à certains conducteurs. Illustration dans cette correspondance de Mamadou Lamine Fati. Des dodanes ou dos de chameau, comme les appellent les populations, selon les difficultés que les chauffeurs vivent pour traverser les ralentisseurs. Cette personne est chauffeur de taxi. Il souhaite la diminution du nombre de dodanes sur la route. C'est vraiment quelque chose de bien, mais s'il pouvait diminuer le nombre de dodanes, ce serait vraiment quelque chose de bien. Parce qu'il y a certains, tu peux traverser sans problème, mais pour certains, vous n'arrivez même pas à distinguer s'il y a un dodane ou pas. Donc surtout la nuit, le chauffeur n'arrive pas à distinguer le nombre de dodanes. Donc il n'y a pas de panneau de signalisation pour cela. Pour des raisons de sécurité, suite à un accident qui a entraîné la mort d'un enfant, cette personne et ses amis ont construit ce dodan dans leur quartier.
Un chauffeur a tué un enfant ici à cause du manque de dos d'âne. L'école est tout près, mais le chauffeur roule à vive allure. C'est pourquoi, lors de cet accident, nous nous sommes cotisés pour mettre en place ce dos d'âne, parce que nous avons aussi nos familles à sécuriser. Cette personne est chauffeur de taxi. Il fustige le nombre de dos d'âne à cause des agressions au niveau de ses ralentisseurs. Mais il y a un problème, surtout nous qui sommes au niveau de Guédiawaye. Donc c'est l'affaire des agresseurs et des voleurs. Ils se positionnent au niveau des dos d'âne et quand le taxi passe, ils prennent l'affaire des clients. Chaque jour, c'est la même chose. Vraiment, les dos d'âne n'ont pas leur importance. Il faut que les autorités prennent des mesures par rapport à cette situation. Pour des raisons de sécurité, des dos d'âne sont dirigés sur certains axes routiers, soit par les autorités, soit par les populations, bien que certains ne sont pas aux normes. Tous sont d'avis, mais les conducteurs souhaitent la diminution du nombre. Et si cette actualité vous a échappé, l'ancien ministre Habib Sy propose des élections anticipées en 2022. Il déclare que la stabilité du Sénégal ne tient qu'à un fil à cause des séries de scandales qui se suivent actuellement. Habib Sy estime que ces événements risquent de déclencher de futures manifestations populaires. Nous l'écoutons. 2022, il aura fait 10 ans exactement. Je lui demande tout simplement, pour ne pas créer une situation d'instabilité au Sénégal, de respecter l'engagement qu'il avait pris en 2012. En faisant quoi? En disant aux Sénégalais, voilà, maintenant je sais que la situation est très difficile, les mêmes hommes ne peuvent pas continuer parce qu'on ne peut pas changer de politique, c'est impossible. Je vais mettre un terme à mon mandat, je vais l'écourter et en fonction des dispositions de la Constitution, on va organiser une nouvelle élection présidentielle. Parce que là où on va, ce monde nouveau qui sera créé, et les besoins du Sénégal pour changer de système, il faut absolument qu'il y ait une nouvelle légitimité. Or, cette nouvelle légitimité-là, ce n'est pas avec le président Macky Sall et son équipe. Vous savez, l'histoire nous a appris qu'un pouvoir peut être légitime aujourd'hui et le lendemain ne plus l'être. C'est ce qui leur est arrivé. Et c'est vraiment pour cela que j'ai fait cette proposition et j'espère qu'il m'entendra et qu'il sera inspiré par cette réflexion. Anticiper la présidentielle en 2022 est un véritable délire d'opposants. Ce sont les mots du ministre d'État Benoît Sambou en réponse à la proposition de Habib Sy. Tout le monde doit se consacrer sur l'après-Covid-19, selon Benoît Sambou qui répond à Adamassar et Souleymane Meng. Un plan de relance économique qui sera principalement axé sur la relance des PME et des PME, sur les performances de l'artisanat, sur le consommé sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est de faire en sorte que cette crise qui semble se dessiner, cette pandémie qui est en train aujourd'hui de paralyser l'économie mondiale, puisse être une opportunité pour le Sénégal, d'abord de s'émanciper de la dépendance étrangère, mais de faire en sorte que sa préoccupation dans son programme Ligue, qui est de créer les conditions de l'industrialisation, puisse se réaliser en créant les conditions d'une autoconsommation, en accompagnant nos PME et nos PMI, par des investissements, par des financements, par des formations, pour nous-mêmes nous puissions faire en sorte qu'il y ait une véritable autoconsommation et que le Sénégal aussi puisse être un hub sanitaire. Et cette bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Louis, le ministère de l'Urbanisme va aménager près de 2000 logements sociaux dans la capitale du Nord. Une annonce qui entre dans le cadre du programme 100 000 logements. Les précisions de Momar Alisnian et Aletcham. Faciliter aux Sénégalais l'accès au logement. Tel est l'objectif du programme 100 000 logements initié par l'État du Sénégal. À Saint-Louis, plus de 6 000 personnes sont concernées par ce projet qui est en train d'aménager 2 sites, un à Galel et un autre à Gandon. Nous avons visité tout à l'heure le site de Gandon avec le promoteur Progressive Habitat, un promoteur privé qui a déjà aménagé, terrassé et organisé son site. Donc ce qui va nous permettre d'avoir au moins 2 grands projets qui vont nous permettre d'avoir environ 1000 logements chacun. Mais je le rappelle,
la demande sur Saint-Louis, telle qu'elle a été récoltée sur la plateforme 100 000logements.com, elle est de 6 500 habitants, 5 500 demandeurs, dont 5 500 pour le département de Saint-Louis, 850 pour le département de Dagana et 450 pour le département de Podor. Le programme 100 000 logements bénéficie de l'appui non négligeable du Fonds de l'habitat social. Le Fonds de l'habitat social, c'est un instrument créé par le président de la République cette année, au mois de mars, pour permettre de faire baisser le prix du logement, parce que dans un projet comme ça, le Fonds de l'habitat social arrive avec une participation aux frais de voirie, donc ce qui peut faire baisser le prix du logement de 30%, et puis garantit les acquéreurs. Au-delà de Dakar, Thiès, Mbour et Saint-Louis, ce programme concerne l'ensemble des régions du Sénégal. En mars 2021, Dakar va abriter le 9e Forum de l'eau. En prélude à cet événement international, le comité d'organisation et l'ONAS ont signé un protocole d'accord pour une meilleure organisation et pour une meilleure réussite également de cet événement mondial. Je le disais tout à l'heure, Adamassar, Mafalfal ont assisté à la cérémonie de signature. Cette signature de protocole de partenariat entre le comité d'organisation du 9e Forum mondial de l'eau et l'Office national de l'assainissement du Sénégal représente un challenge. Cet événement, prévu en mars 2021 au Sénégal, constitue une plateforme unique pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les questions de l'eau et de l'assainissement. Pour la réussite de ce forum, le plus grand événement rassemblant tous les 3 ans les différents acteurs de la communauté mondiale de l'eau, l'ONAS a un rôle de premier plan à jouer. Monsieur le directeur général, vous dirigez en effet, dans ce pays hôte qu'est le Sénégal, un secteur des plus importants, l'assainissement. Vous avez la responsabilité d'organiser la prise en charge des défis aigus que nous avons en matière d'assainissement. Et vous le savez tous, le Forum mondial de l'eau a pour vocation de constituer une plateforme unique pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement, et notamment faire en sorte que l'eau et l'assainissement soient au cœur des politiques et des priorités gouvernementales partout dans le monde. Durant ce sommet, des innovations de taille sont prévues. C'est ainsi aussi que, pour la première fois, un espace sera spécialement dédié à l'assainissement à travers ce que nous avons déjà dénommé le village de l'assainissement. Un village de l'assainissement qui sera mis en place grâce notamment à votre soutien, mais grâce aussi au concours et à l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates. Une occasion pour l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, de présenter à la face du monde ses grands projets. L'ONAS a fait de l'assainissement autonome un levier prioritaire pour améliorer significativement le taux d'accès. Avec des projets majeurs, comme le projet de dépollution de la Pédane, comme également le projet d'extension de la capacité d'épuration de la station d'épuration de Cambérène. Ces projets, l'un dans l'autre, permettront de mettre le Sénégal sur la carte du monde. Et c'est ce qui est attendu par tous ceux qui viendront nous voir. Dakar 2021, c'est une occasion unique pour le continent africain de mettre en évidence les défis criards de l'assainissement. C'est également une occasion unique de repenser le cycle de l'eau. À retenir que ce 9e Forum mondial de l'eau a 4 priorités: sécurité de l'eau et de l'assainissement, eau pour le développement rural, coopération, outils et moyens.
Adama Sarr, merci beaucoup pour ce compte rendu. Garantir une sécurité alimentaire au Sénégal après la pandémie, c'est l'une des priorités actuelles de l'IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale, et le CNCR, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Aïssatou Diak nous parle de ces réflexions déjà engagées. L'objectif de ce webinaire est d'échanger sur les stratégies post-Covid-19 de résilience pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle inclusive au Sénégal, garantissant l'autonomisation économique des femmes rurales. Et c'est pour cela qu'on a organisé ce webinaire pour aider à la réflexion, mais aussi surtout au plaidoyer pour que les questions des droits des femmes, mais aussi des enfants soient pris en compte dans les plans de riposte post-Covid-19. Au Sénégal et dans tous les pays du monde, la pandémie de Covid-19 a un impact sur tous les secteurs, particulièrement dans le secteur agricole, mais également sur la situation foncière. Ce contexte-là, nous savons, impacte beaucoup les femmes. Nous savons que la Covid agit comme un amplificateur des inégalités sociales et surtout pour les plus vulnérables. Et en milieu rural, on sait que les femmes sont davantage impactées parce que ce sont les femmes les moteurs de la résilience de leur communauté. Et donc leurs activités sont fortement impactées. Elles ont connu une situation de baisse de revenus et cette situation-là va forcément impacter leur capacité d'accès à la terre, mais aussi de mise en valeur de ces terres-là, ce qui risque d'entraîner une réduction des superficies qu'elles exploitent. Elle ajoute que des solutions sont mises en place afin de dissiper ce problème. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons actuellement d'amplifier en tout cas toutes les initiatives, toutes les solutions que ce projet-là était en train de mettre en œuvre avant la Covid, comme par exemple inscrire dans la loi des mesures spéciales favorisant l'accès des femmes à la terre. L'IPAR, en partenariat avec le CNCR, l'État, les députés, les paysans, a créé une dynamique nationale afin que les lois soient améliorées, mais également pour la mise en place au niveau local d'une approche qui permettra un dialogue communautaire. Intéressons-nous maintenant à l'évolution du coronavirus au Sénégal. 145 nouveaux cas ce jeudi selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, a également parlé d'un cas de décès. Le voici. 1. HLM Grand Médine 1. Kanel 1. Kaolack 1. Kédougou 1. Mbacké 1. Ndiakhirat 1. Yeumbeul 1, Tivaouane 1 et Ziguinchor 1. 62 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mercredi 22 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 9266 cas ont été déclarés positifs, dont 6170 guéris et 178 décédés. Donc, 2917 patients sont sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite également un prompt rétablissement aux malades encore dans nos services, tout en rappelant aux populations l'importance de respecter les mesures barrières, notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et rassemblements, le port obligatoire de masques, mais également le lavage fréquent des mains.
sur l'international, 5 chefs d'État ouest-africains sont à Bamako pour tenter de résoudre la crise politique qui mine actuellement le Mali. Cela fait plusieurs semaines. La CEDEAO a déjà envoyé une délégation et sans plus tarder, allons retrouver notre correspondant sur place, Sangoulé Danyoko, pour plus de détails. Après 2 missions de bons offices de la CEDEAO vient cette fois-ci de déléguer 5 chefs d'État qui se sont rendus ici à Bamako, dans la capitale, au sein de l'hôtel Sheraton. Ici, ils vont rencontrer la classe politique, la majorité et l'opposition, la société civile. Ils ont rencontré le chef d'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est de vraiment essayer de rencontrer toutes les parties et de définitivement mettre fin à cette crise qui paralyse le pays depuis bientôt 2 mois et qui empêche quelque part de se concentrer, n'est-ce pas, sur la résolution de la crise sécuritaire et aussi sur la résolution de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, cette délégation qui est là et cette médiation qui est menée, considérée quelque part comme la médiation de la dernière chance, fonde beaucoup d'espoir. Les Maliens en tout cas espèrent qu'au terme de ces rencontres-là, le Mali va définitivement tourner la page de cette crise sociopolitique. Merci beaucoup Sangoulé Danyoko, et je rappelle justement que Macky Sall fait partie de la délégation présidentielle actuellement au Mali pour tenter de résoudre la crise politique. Et nous retrouvons Mohamedou Fodé Gassama pour la page des sports. Olympique de Marseille. Franck Moukourt a formellement rejeté l'offre de rachat de l'équipe marseillaise formulée par Mohamed Ayachi Azroudi. Le club n'est pas à vendre, a fait savoir l'avocat du propriétaire américain. Unai Emery rebondit à Villarreal. Le club espagnol a officialisé l'arrivée d'Unai Emery au poste d'entraîneur ce jeudi. L'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain n'avait plus de club depuis son limogeage d'Arsenal au mois de novembre 2019. La Ligue 1 française. Le montant des pertes liées au coronavirus atteint des sommets. Une étude publiée par le syndicat des clubs de Ligue 1 auprès du cabinet Ernst & Young a dévoilé les retombées économiques estimées de l'épidémie de coronavirus sur la Ligue 1 et le football français en général. Le total dépasse les milliards d'euros de pertes. Fodé Gassama qui a signé la page des sports de ce soir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans un court instant, Khalifa Diakhaté revient pour la suite de la totale bloc d'informations. Merci et bonsoir.